Bonsoir à tous, un grand merci d'être fidèles à France 3 et à France Bleu pour une nouvelle émission spéciale consacrée au débat des législatives. L'audiovisuel public en région vous aide à faire votre choix en invitant des candidats qui viennent exposer, confronter leurs propositions dans cette campagne express. Le premier tour, c'est en effet dans 4 jours. Bonsoir Clarisse Braya. Bonsoir. De circonscription menu. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Exactement. La première, c'est celle qui compte le plus d'électeurs dans notre région, la 6e de la Loire, celle du Forêt. Puis, avec Paul Satis, vous vous pencherez sur la 3e de l'Ain, qui longe toute la partie est de ce département. Allez, on est parti pour plus d'une quarantaine de minutes d'échange. Et ce qui est au menu ce soir de ce premier débat, Claire, vous l'avez dit, c'est la plaine du Forêt. Oui, une circonscription située au centre du département de la Loire. Elle s'étend de Noirétable à Andrézieux-Boutéon, en passant par Feurs et Montbrison sous préfecture. C'est aussi la plus importante en nombre d'électeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de la région aura 112 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Et puis vous avez repéré, on va dire, 2 spécificités dans cette circonscription. Exactement. Une circonscription d'abord âgée. La moitié des habitants a plus de 44 ans. C'est plus que la moyenne nationale et plus d'un quart d'entre eux est déjà à la retraite. Enfin et surtout, c'est une circonscription rurale avec plus d'une centaine de villages dans lesquels 85,5% des actifs sont obligés d'utiliser un véhicule pour aller travailler. Mais si on fait un peu le point sur les données électorales, les données politiques dans cette circo ? C'est une circonscription traditionnellement ancrée à droite. Lors des dernières élections législatives, c'est le député sortant de l'époque, issu de la majorité présidentielle, qui arrive en tête à l'issue du premier tour. Deuxième, les Républicains. Troisième position, le candidat du Rassemblement national. Et enfin, on retrouve la candidate de la NUPES. Aux élections européennes du 9 juin, les rapports de force sont différents. C'est la liste RN qui devance largement toutes les autres en réalisant, je vous l'ai dit, l'un des meilleurs scores de la région. Renaissance prend la 2e position, mais si on ajoute les scores des différentes listes qui se regroupent sous la bannière du nouveau Front populaire, en fait, c'est l'Union de la gauche qui serait en 2e position. Bonsoir Jean-Pierre Tête. Bonsoir. Alors vous êtes le député sortant, 2022 élu avec l'étiquette des Républicains. Vous dirigez donc le parti dans le département. Vous n'avez pas suivi la ligne d'Éric Ciotti, je le précise, ancien vice-président de la région. Vous avez été aussi maire de Feurs. Pendant combien d'années ? J'ai fait 2 mandats et demi. À peu près 14 ans, c'est ça ? Oui, à peu près, exactement. Puisque je suis parti en 2022 à la législative et j'étais dans mon 3e mandat de maire de Feurs. En face de vous, Alexandre Silva, bonsoir. Vous représentez Ensemble pour la République, la coalition présidentielle. Vous avez 45 ans, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous habitez la capitale, mais vous vivez aussi une partie de l'année dans le Forêt. Quelles sont en fait vos attaches locales, vous ? Je dirais que j'ai eu le bon goût d'épouser une autochtone puisque ma femme est née et a vécu à Montbrison et toute sa famille y vit encore puisque mon beau-père est kiné dans la montagne, ma belle-mère est institutrice à Montbrison, l'une de mes belles-sœurs est ambulancière à Boin et l'autre de mes belles-sœurs est contrôleuse de gestion chez Casino Vivante à Montbrison. Donc nous y avons acheté une maison où nous nous rendons à peu près 40 à 45% du temps puisque nous faisons à l'occasion du télétravail. À côté de vous, Grégoire Granger. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est déjà votre seconde élection législative. Hein. Vous étiez candidat en 2022. Tout à fait. Alors que vous n'avez que 25 ans, c'est ça. Votre engagement dans la politique a débuté il y a 10 ans. Vous aviez 15 ans à l'époque. D'abord chez Républicains, et puis ensuite vous avez décidé de changer de parti. C'était quand ? C'était fin 2019, je m'en souviens. Christian Jacob venait d'accéder à la présidence des Républicains. Moi, j'avais suivi la ligne plutôt sarkozyste, Wauquiez. Et donc, ça ne m'avait pas convenu. Du coup, je me souviens que j'avais pris ma décision à ce moment-là de quitter les Républicains. Et puis, ce faisant, j'ai pris ma carte au Rassemblement national. Terminons les présentations avec vous, Hugo Lantermoz. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 32 ans, vous êtes militant LFI et vous êtes le suppléant de la candidate La France Insoumise pour le nouveau Front populaire, Marie-Paule Olive. Elle n'a pas pu être ce soir parmi nous. C'est donc vous qui la représentez, c'est vous qui porterez la voix de l'Union de la gauche dans ce débat. Pourquoi elle n'a pas pu être présente ici ? Parce qu'elle a des activités militantes actuellement. On a tous été un peu contraints par le temps des législatives. Donc j'étais disponible, je me suis libéré pour participer à ce débat. Il y a 2 ans, ils étaient 9 candidats sur cette circonscription. Ils sont 8 cette année, donc qui sont les 4 autres, Claire ? Eh bien, il s'agit de Norbert Trichard, du Parti des Travailleurs, Yves Petiot, du Parti Lutte Ouvrière, puis Sandra Horry, du mouvement écologiste La Ruche Citoyenne, et enfin Guy Mercier, pour le parti d'Éric Zemmour, Reconquête.
Il y a quelques jours à Saint-Étienne, un candidat du RN s'est fait agresser. D'autres font campagne avec des gardes du corps, sans parler des injures, parfois des menaces proférées entre militants envers des candidats, et aussi donc dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux. Des maires aussi aujourd'hui qui sont inquiets de possibles troubles à l'ordre public les soirs des élections. Je voulais savoir, messieurs, si chez vous aussi vous avez senti une tension, une agressivité particulière au cours de cette campagne, Jean-Pierre Tête. Personnellement, non. Vous savez, moi, je suis un homme de territoire que tout le monde connaît depuis un certain nombre d'années. J'ai toujours eu du respect pour l'ensemble des collègues qui s'engageaient en politique, quelles que soient leurs convictions. Et je pense que les gens le rendent bien et j'ai fait, vous voyez, l'ensemble des commerces, notamment des villes qui ont des commerces dans notre circonscription. Et je suis très bien accueilli par les commerçants. Voilà, on échange, on est dans un moment démocratique. Aucune tension et aucune agressivité. Monsieur Silva ? J'imagine que vous faites référence à une anecdote me concernant particulière. Effectivement, pas du tout. J'ai fait l'objet d'insultes et de menaces à partir du moment où a été divulguée l'idée selon laquelle je suis l'avocat d'une suspecte dans une affaire particulièrement terrible qui a traumatisé l'ensemble de la France. Et cela a suffi à ce qu'un certain nombre de militants d'extrême gauche, mais principalement d'extrême droite, puisque ce sont eux qui signaient ces messages sur les réseaux sociaux ou directement sur ma boîte mail personnelle, allaient jusqu'à m'insulter. Certains à exiger que je sois exécuté pour tout simplement faire mon travail d'avocat. Donc il y avait une confusion des genres à laquelle, je ne vous cache pas, je suis habitué en ma qualité d'avocat pénaliste, même si je défends un certain nombre de victimes, notamment des femmes victimes de viol ou bien encore des enfants victimes de violences intrafamiliales. Mais là, effectivement, j'ai subi cela. Mais sur les marchés, je rejoins Monsieur Tête, même si je n'ai pas sa réputation et l'ancrage dont il se prévaut au sein de la région. J'ai toujours été très bien accueilli. Hugo Lantermoz. Alors déjà, j'apporte mon total soutien à Monsieur Silva, parce que des actes de violence, de menaces, c'est vraiment inadmissible. Petit point, aujourd'hui je pense que les situations sont tendues, qu'on vit une crise politique qui est majeure, qu'on a aussi une crise sociale qui est majeure, et des idées qui sont réellement opposées et qui peuvent créer des tensions. Toutefois, je pense que comme mes collègues, nous sommes tous des militants, nous sommes ouverts à la discussion et je n'ai pas reçu de tension, je n'ai pas été menacé, insulté, les gens sont ouverts à la discussion, mais il y a un climat social tendu, c'est évident. Grégoire Granger. Écoutez, non, plutôt au contraire, bon accueil sur l'ensemble des marchés que j'ai pu faire sur la circonscription. J'apporte également, bien évidemment, comme je l'ai fait sur France Bleu Saint-Étienne-Loire il y a quelques jours, mon soutien entier aux candidats de La République En Marche, parce qu'il est évident que quand bien même nous ayons des divergences politiques, il y a des hommes et des femmes derrière cet engagement, et c'est regrettable de voir que des gens s'acharnent après ces personnes-là. Donc bien évidemment, j'apporte l'entièreté de mon parti et de ma personne pour vous soutenir face à ces menaces que vous avez pu avoir sur les réseaux sociaux. Alexandre Silva, on va vous poser une petite question chacun individuelle. Alexandre Silva, vous avez le soutien de l'ancien député La République En Marche de la circonscription, Julien Borosvic. Il l'a affiché, il était présent lors de votre lancement de campagne. Mais vous n'avez pas le soutien des représentants locaux du parti Horizon, qui ont choisi, eux, de soutenir Jean-Pierre Tête, le député sortant, Les Républicains. Comment ça se fait? On a envie de vous poser la question. Votre candidature ne fait pas consensus? Alors, ma candidature, en réalité, fait tout à fait consensus et il faudra bien que ces militants prétendument Horizon s'en expliquent à un moment donné, puisque j'ai notamment été évidemment introduit par le parti Renaissance, mais aussi et surtout par Édouard Philippe, qui a communiqué l'information selon laquelle son parti, dont il est le président, à savoir Horizon, soutenait l'ensemble des candidats ensemble, parmi lesquels ma personne, à savoir Alexandre Silva. Ce communiqué a été diffusé et je comprends que M. Tête se plaît à faire croire le contraire afin de s'accaparer de ce soutien, qui est assez pour le moins curieux, puisque celui-ci n'hésite pas à taper assez régulièrement sur le parti Horizon, mais je me satisfais de le voir prêt à nous rejoindre. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez vous vérifier cela sur Internet. Je suis bien investi, si je puis dire, par Horizon et notamment Édouard Philippe. Ma question, Jean-Pierre Tête, elle prolonge la prise de parole de M. Silva. Donc vous êtes prêt à rejoindre finalement le candidat de la majorité présidentielle? La question est toute simple. Le sénateur Pierre-Jean Rochette, qui est maire de Bouin ou ancien maire de Bouin et avec qui j'échange régulièrement, et le comité Horizon Loire m'a envoyé un communiqué en me disant: Monsieur Tête,
vous êtes le seul, on ne veut pas soutenir un parachuté qui vient de Paris, donc on vous apportera tout notre soutien. Ouais, j'aurais dit, écoutez, merci, point barre. Et quelques heures après, on m'expliquait que non, c'était une erreur, alors tout le comité Loire me dit, c'est pas une erreur. J'ai d'ailleurs une vidéo sur les réseaux sociaux que Pierre-Jean Rochette exprime très clairement en disant, on est contre les parachutages. Moi, j'ai du respect pour M. Silva, j'ai aucun souci avec ça. Je ne me vois pas aller me présenter à Paris, même si j'ai une cousine et un neveu qui habite à Paris, et si je peux aussi avoir un curriculum vitae en disant je connais des gens à Paris. Je suis un élu de ce territoire depuis que je me suis engagé dans la vie municipale. J'ai été conseiller municipal, adjoint, maire, président de mon territoire, vice-président de la région. Je suis aujourd'hui député du Forêt. Voilà, au-delà de ces chicaneries, vous connaissez mes convictions, j'ai toujours eu des convictions de droite. Quand j'ai reçu ce communiqué, j'ai appelé Pierre-Jean, je lui ai dit, écoute, je vous remercie. Quelques heures après, les choses ont changé. C'est très anecdotique pour les électeurs. D'accord, je vais vous demander les uns les autres. Un petit détail technique de ne pas trop taper sur la table, parce que c'est toujours un petit problème dans le micro. Voilà, ça c'est les coulisses d'un débat électoral. Grégoire Granger, votre parti fait quasiment 39% donc aux européennes. Si j'additionne, on va dire, Reconquête, qui fait à peu près 5-6, ça veut dire que le bloc d'extrême droite pèse 45%. Pas suffisant pour gagner, fondamentalement, pour passer la barre des 50%. Où allez-vous chercher les voix restantes ? Alors tout d'abord, pour répondre sur le rebondissement qu'il y a eu sur le comité Horizon, c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse quand même les Ligériens, puisqu'on peut lire sur des affiches... Ah oui, tout à fait, puisqu'on peut lire sur des affiches qu'on a, par exemple, le candidat juste à côté de moi qui a le soutien, et sur les réseaux sociaux, un député sortant qui se dit indépendant, libre, et qui ne rejoint pas le Rassemblement national pour l'élection, mais qui parallèlement, sur son Facebook, se plaît à dire quand même qu'il est content de recevoir l'aval d'Horizon pour sa candidature. Donc il y a une dichotomie assez importante dans le discours qui est importante de souligner. Je compte 45% pour le bloc d'extrême droite, où vous allez chercher les voix restantes. Alors pour répondre à votre question, alors la grille de lecture est un peu différente pour les législatives. Il faut savoir qu'on élit aussi une personne, on ne lit pas qu'un parti. Donc reporter des calculs de partis, c'est très compliqué. Néanmoins, pour répondre sur le cœur du sujet, vous avez bien noté que M. Tête se dit, et le dit clairement, anti-Ciotti, qui ne rejoint pas cette ligne-là. Je pense qu'aujourd'hui, pour avoir été militant au sein des Républicains et de manière très active, qu'une large majorité de la base adhérente se rendra bien compte dès le départ que la seule voie de droite dans cette élection n'est pas M. Tête, mais bien le Rassemblement national. Hugo Lantermoz, vous êtes avec Marie-Paule Olive des militants de la France Insoumise. Vous militez depuis de nombreuses années et vous vous dites « Nous ne sommes pas des pro-Mélenchon ». Pourquoi ? Il ne faut pas le dire en ce moment ? C'est pas qu'il ne faut pas le dire en ce moment, c'est que là, vous voyez, à Balbini, nous avons fait une très belle réunion qui rassemblait toutes les composantes de gauche. On sait qu'aujourd'hui, M. Mélenchon peut être un sujet clivant au sein des gauches, nous le savons tous, ce n'est pas un gros sujet. Et je pense que la réalité, c'est que le débat sur M. Mélenchon, qu'il soit Premier ministre ou pas, il est complètement déconnecté de notre réalité dans la circonscription. Donc aujourd'hui, cet article du Progrès a repris cette phrase-là. Moi, je pense, si vous voulez, que ce n'est pas un sujet d'importance dans le cadre de ce débat aujourd'hui. Alors, le premier thème que nous avons choisi correspond à une réalité de votre circonscription que Claire donc, a évoquée tout à l'heure, à savoir l'agriculture. Oui, la circonscription, la 6e de la Loire, est une circonscription rurale. Le nombre d'agriculteurs y est presque 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Ils étaient nombreux à manifester pendant la crise agricole en début d'année. Si les manifestations ont cessé, on voit de nouveau fleurir des banderoles de colère sur les routes du secteur. Je me tourne vers vous, Grégoire Granger. Quelle est votre priorité pour ce monde agricole ? Est-ce que lutter contre la concurrence déloyale, ça suffira pour faire vivre de leur métier les agriculteurs ? Non, la réponse, elle est multiple. D'ailleurs, j'ai consacré mon premier déplacement de campagne à aller justement à la rencontre des agriculteurs, à l'invitation de la FDSEA et aussi des JA. D'ailleurs, on ne peut que regretter l'absence de certains candidats à cette réunion. Je pense notamment au parti présidentiel, mais aussi à l'extrême gauche. Ça montre aussi à quel point ces partis considèrent l'agriculture. Ça reflète vraiment, je pense, le dédain, j'allais dire quasiment, que ces gens peuvent éprouver envers les paysans de nos territoires. Pour répondre à cette question, la réponse est multiple. Elle est tout d'abord dans la juste rémunération de nos agriculteurs. Bien évidemment, il y a eu des avancées qui sont faites. On n'est pas là pour dire le contraire. Il reste encore à les faire appliquer. Je pense notamment aux lois Egalim. Je pense que c'est un véritable sujet aujourd'hui. Vous êtes toujours en faveur des prix planchers, par exemple ?
Je pense que, par exemple, quand vous importez un produit, il doit avoir les mêmes normes qu'en France. Donc, effectivement, quand vous avez un produit qui vient, s'il est inférieur au coût français et qu'il a des normes différentes, soit on met un cahier des charges qui est identique, soit alors on doit avoir un prix plancher pour que le prix de l'agricole français local soit un prix juste et équitable par rapport aux produits importés. Hugo Lantermoz, vos propositions sur la question de l'agriculture qui est très importante dans votre circo. Alors, je suis tout à fait d'accord avec mon camarade d'extrême droite. Effectivement, on a cette question du prix plancher qui est un vrai sujet, mais c'est surtout une question qui est transversale. Parce qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, on va avoir finalement la problématique du foncier, on va avoir aussi la problématique des lois appliquées ou pas, la loi Egalim, effectivement, qui ne dispose pas d'une réelle volonté politique. Et puis, finalement, on va avoir aussi tous les problèmes de libre-échange et les traités internationaux qui mettent à mal nos agriculteurs. Vous demandez notamment sur le traité de libre-échange que vous les dénoncez. Nous les avons toujours dénoncés et nous les dénoncerons encore tant qu'ils seront appliqués. Alexandre Silva, en préparant cette émission, vous m'avez dit je veux favoriser les petites exploitations. Pourquoi ? Vous avez raison, je le dirais très simplement, car contrairement à mes opposants ici présents, je suis pour les petits agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que je suis contre les grosses exploitations. Cela ne veut pas dire que je suis contre les syndicats des agriculteurs. Cela veut tout simplement dire que je considère que ceux-ci sont suffisamment structurés, organisés et puissants pour ne pas avoir besoin qu'un député représente leurs intérêts pour en obtenir la satisfaction. Et on le voit bien, vous l'avez évoqué, avec les manifestations et les blocages qui ont eu lieu au début de l'année 2024, qui ont été décidés par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, lesquels blocages et manifestations ont été levés de la même manière à l'initiative de ces deux syndicats à partir du moment où ils ont obtenu satisfaction de leurs intérêts, c'est-à-dire sans qu'un député n'ait eu besoin d'intervenir. Or, le mal-être chez les petits agriculteurs est réel. Or, je vis au milieu d'eux, je discute avec eux. Mon voisin vient régulièrement prendre l'apéro chez nous et je vais régulièrement prendre l'apéro chez lui. Et il m'explique un certain nombre de difficultés. Et j'en veux pour preuve. Le 29 mai dernier, une loi vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale en première résolution grâce à la majorité présidentielle, laquelle vise notamment à faciliter la cession, transmission et acquisition des exploitations agricoles. Ça vise les petits agriculteurs. Pardonnez-moi, c'est important de cibler cela. C'est la majorité présidentielle que je représente qui l'a voté. Qu'est-ce qu'a voté M. Tête ? À cette loi, il était présent. Il s'est abstenu. C'est-à-dire qu'il a fait un vote inutile alors qu'il s'agit d'aider les petits agriculteurs. Et on va laisser du Jean-Pierre Tête répondre à ça. Et attendez juste, et ils vont aussi répondre à la même occasion. RN et LFI ont voté. Vous n'oubliez pas, M. Silva, que c'est nous qui dirigeons le débat. Je vous remercie. Monsieur Tête. Non, mais M. Silva me fait sourire parce que la seule photo que je vois chez lui avec un agriculteur, il s'est acheté des bottes avec un haut en fourrure et il nous fait croire qu'il va dans les exploitations. Alors, M. Silva, si vous voulez faire croire que sur la circonscription, je ne connais pas l'agriculture et je ne défends pas l'agriculture sur les 122 communes, je pense que vous avez du travail. Il fallait voter cette loi. Attendez, je ne vous ai pas coupé. Je sais que votre métier permet de couper les gens, mais moi je me suis abstenu et je vais l'expliquer. Et vous savez pourquoi je me suis abstenu ? Parce que je suis en lien en permanence justement avec les organisations syndicales que peuvent être les JA et la FNSEA. Je parle de ma 6e circonscription. Dans la 6e circonscription, la priorité pour qu'on garde des campagnes vivantes, c'est qu'on installe et qu'on transmette. Et je rends hommage d'ailleurs à Raymond Vial, le président de la Chambre, qui fait un énorme boulot là-dessus. On a proposé, et j'ai proposé, ce qui est peut-être le plus important, c'est de revenir à des prêts bonifiés à l'installation. Ça nous a été refusé dans cette loi. Il y avait des choses intéressantes dans cette loi, mais elles ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait. Donc je me suis abstenu et je l'affirme et j'en suis très content. Deuxième chose, on a travaillé, vous le savez, pour que les retraites soient au minimum à 85% du SMIC. C'était un engagement de M. Macron, il n'est toujours pas tenu. Troisième chose, la revalorisation des retraites et des femmes des exploitants, c'est aussi pour une priorité qu'on a proposée avec Julien Dive, mon collègue qui porte l'agriculture à l'Assemblée, qui nous a été refusée. La loi Egalim, elle a été évoquée. Elle est très bien, la loi Egalim. Et je rends, je dirais, hommage à la majorité du président Macron, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Il n'y a aucun contrôle dans les GMS. Donc en fait, les GMS font ce qu'ils veulent. Les GMS, la grande distribution font ce qu'elles veulent. Et donc elle n'est pas appliquée. Si on arrive à appliquer cette loi, tout marchera bien. Je finis par deux choses importantes. Vous savez que vous pouvez débattre, vous n'êtes pas obligé de tout dire dès le départ. Non, mais c'est important. Le paiement des aides, les échéanciers. On a vu Emmanuel Macron retrousser les manches et dire vous inquiétez pas, vous allez être payés tous le 15 mars. Vous allez sur les exploitations aujourd'hui, ils attendent encore. Donc ça, c'est une chose à tenir. Et enfin, je finirai par la simplification des démarches administratives. Et surtout, on doit avoir un pays d'élevage. La France est un pays d'élevage. Il doit rester un pays d'élevage avec la modernisation des outils de production, le plan bâtiment.
On a donné un exemple simple avec le président Wauquiez, puisqu'on a le plus gros budget pour défendre l'agriculture de France. Et je peux vous assurer que si vous voulez faire croire que je défends pas les petits, pas les gros, ou que les gros et pas les petits, vous aurez du travail. En tout cas, Grégoire Granger. Après... en tout cas, les lois que vous avez portées et soutenues d'une certaine manière, et vos idées, ne sont pas en faveur d'une agriculture qui permette aux plus petits justement de produire, de s'installer durablement. On sait très bien qu'au niveau du foncier, aujourd'hui, la législation permet aux plus gros d'acquérir encore plus de terres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous mettez en danger nos agriculteurs aussi, parce que concernant les lois... Les petits peuvent acquérir ça passe par la SAFER. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais je vous agace pas. Je connais la SAFER. Merci beaucoup. Pour vous expliquer le système. Oui, oui. Quand j'étais avec un agriculteur des Percieux hier, qui veut des petits terrains avec la SAFER, il va les obtenir. Grégoire Granger. Oui, alors pour répondre à la question de l'agriculture, bon, il faudrait largement plus qu'un débat, bien évidemment, pour y consacrer. Mais la position du Rassemblement national est claire. Il est sûr que la loi Egalim est un avancé. Personne ne dit le contraire. Encore faut-il qu'elle soit respectée. Encore faut-il qu'on ait des contrôles suffisants, justement, pour qu'elle le soit. Je pense qu'aujourd'hui, les contrôles sont plutôt, malheureusement, du côté des agriculteurs qui, eux, reçoivent des contrôles très régulièrement et des fois pour des broutilles, alors que je pense que du côté des maillon de la distribution, il y a beaucoup moins de contrôle. Et aussi, je pense que les agriculteurs attendent de la simplicité, simplifier les normes administratives qu'ils n'ont, parce qu'ils ont envie de vivre de leur travail. C'est ce que dit votre parti, qui dit notamment qu'il faut une pause réglementaire. Alors, ce que je voudrais comprendre, une pause réglementaire, ça veut dire quoi notamment? Ce qu'on a entendu pas mal lors du mouvement des agriculteurs, c'est-à-dire que toutes les règles, notamment qui concernent la préservation de l'environnement, l'utilisation d'un certain nombre d'intrants, tout ça, vous demandez à ce qu'on suspende ce type de règlement? Je vais vous dire, nous, ce qu'on veut, c'est faire une photo de l'instant T quand on arrive au pouvoir, aller à la table de la discussion et de la négociation, et ensuite d'échanger justement avec les divers acteurs du secteur. Et ensuite, à partir de là, on pourra établir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, au mieux, au quotidien. On a des propositions, simplification administrative, simplification des contrôles, un droit à l'erreur pour les nouveaux entrants. Bien évidemment, on a des propositions aussi sur la transmission, avec des exonérations pour les jeunes qui vont arriver et qui vont reprendre des affaires familiales. Mais c'est important d'avoir des remontées de terrain pour faire les lois, parce que ce n'est pas juste des députés qui votent des lois d'en haut, c'est aussi la base qui fait justement avancer l'agriculteur français. C'est le principe même effectivement aussi d'une élection. Vous êtes élu localement pour porter une voix. Non, mais c'est bien Au niveau national, Hugo Lantermoz, vous êtes alors super en retard au niveau du temps de parole. Sur ces questions-là, j'imagine que ce sont des questions évidemment qui concernent beaucoup votre mouvement, notamment sur la pause réglementaire dont on parlait. Voilà, dans un défi, en fait, dans un contexte de défi climatique qui est réellement inédit. Dans une circonscription, on a des problèmes d'accès à l'eau qui sont réels. Et aujourd'hui, face à tous les enjeux qu'on a, notamment au niveau de l'agroécologie, moi j'ai du mal à entendre parler finalement d'une pause réglementaire, comme vous dites, alors qu'au contraire, il n'a jamais été aussi urgent de pouvoir accompagner nos agriculteurs, de vraiment mettre des aides sur la table et de mettre des services publics présents pour accompagner, pour finalement créer une agriculture qui soit raisonnable et en lien avec l'environnement. Non, mais tout est possible. On a l'impression là que s'opposent un peu, deux modèles peut-être, deux modèles, et que vous êtes sur un modèle qui est plus, on va dire, d'exploitation agricole, plus familiale et paysanne, plus familiale, basée sur le bio. C'est ça aussi que vous défendez derrière. Mais bien sûr, c'est tout notre projet justement. Et c'est là où aujourd'hui, pour nous, il y a ce défi auquel on ne peut pas louper. Parce que demain, finalement, avec la pause réglementaire, nous aurons des sols qui seront réellement gâchés par tous les produits. Nous aurons la santé des agriculteurs. Non, mais c'est pas du tout. Continue, monsieur Lantermoz. Désolé, mais c'est fini. C'est pas la réalité. Voilà. C'est pas la réalité, vous rigolez. Vous me parlez d'une profession où le taux de cancer n'a jamais été aussi élevé. Vous me parlez d'une profession d'ailleurs où le nombre d'agriculteurs a été divisé par 2 depuis les années 80. Et alors vous dites dans votre plateforme... Moi, je me permets de répondre parce que venez dans les établissements, monsieur Tête. Non, dans les exploitations. Je vous agace pas. Je veux seulement vous dire qu'aujourd'hui, et je ne dirai pas plus, on a l'agriculture la plus vertueuse au monde. On a des agriculteurs qui aujourd'hui ont conscience de l'environnement, vous avez raison, soignent leurs terres, soignent leurs animaux. On parle de maltraitance animale, on parle qu'ils empoisonnent. Mais c'est cet agribashing idiot des écolos-bobos qui ne connaissent rien à la campagne qui viennent leur donner des leçons. Venez dans les exploitations et on y va ensemble si vous voulez. On a des exploitants et des agriculteurs qui sont incroyablement professionnels aujourd'hui. Alors nous aurions bien aimé venir dans les exploitations parce que vous parliez de votre invitation de la FDSEA. Je tiens juste à souligner que, comme par hasard, nous n'avons pas reçu d'invitation à ce moment-là, ce qui avait été souligné dans le progrès d'ailleurs. Nous aimerions bien avoir une invitation. Je suis tout à fait d'accord, c'était un point que je voulais apporter également préciser. Nous n'avons jamais reçu la moindre invitation, raison de notre absence. C'est du déclaratif. Peut-être ont-ils envoyé une invitation au QG. En tout cas, nous attendons l'invitation. En tout cas, cette invitation, il n'y avait pas de raison que nous ne venions pas. Juste sur la loi Egalim, il faut savoir que
les réformes de la loi Egalim ont vocation à l'améliorer. Donc, j'entends le RN qui considère que, dans la personne de M. Granger, la loi Egalim mérite d'être améliorée. Je constate qu'on en est déjà à la 4e réforme de la loi Egalim et que le RN n'a pas voté la dernière réforme de la loi Egalim. C'est-à-dire qu'il n'est pas soucieux de s'investir dans l'intérêt des agriculteurs et notamment des petits agriculteurs. Donc, si vous voulez, le verbiage politicien qui consiste à dire « oui, non, moi je suis un peu avec tout le monde », c'est-à-dire aussi bien avec les grands qu'avec les petits. La loi Egalim, c'est génial, mais je la vote pas. Je suis d'accord avec le règlement, mais je vote pas le budget. Non, à un moment donné, il faut être cohérent. Si on vote une règle, on vote le budget. Et si on veut que ça avance, on vote la loi. C'est d'habiter la circonscription et de se présenter là. Parlez pas de cohérence, parce qu'habiter Paris et venir faire croire que vous habitez ici. J'habite la moitié du temps dans la circonscription. On va passer à un autre sujet agricole. S'il vous plaît. Messieurs, je vous avais demandé de la courtoisie républicaine, c'est bien vous emballer, ça donne un petit peu de piment au débat. Mais voilà. S'il vous plaît, on va passer Monsieur Lantin, moi j'ai une dernière question. On a une si vous dernière permettez, question sur un thème important pour la circonscription, c'est les retenues collinaires. C'est important. Vous avez parlé d'eau tout à l'heure. Comment on aide les agriculteurs à utiliser l'eau de manière raisonnée? Eux souhaitent des retenues collinaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'encore une fois, l'eau est un vrai sujet, qu'il y a aussi les retenues collinaires, il y a aussi le canal du Forêt, qu'aujourd'hui, il faut rassembler l'ensemble des acteurs sur la table pour être en mesure, en fait, de trouver les actions à mettre en place pour que chacun puisse avoir un droit de puisage qui soit raisonné, qui soit en cohérence aussi, où finalement on sait qu'aujourd'hui on a des problématiques sur la distribution de l'eau et qu'il puisse faire face aux grands enjeux de demain. Juste un tour de table rapidement sur l'histoire des retenues collinaires. Vous dites oui, non, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'on a un autre thème à aborder important. Nous, vous êtes pour Rassemblement national. On est pour, tout à fait. D'ailleurs, on l'a bien vu quand il y a eu les manifestations, ou je pourrais même dire les émeutes, justement, avec les bassines. Mais bien évidemment, on est pour. Voilà, Monsieur Tête. À 100% pour, vous savez, à la région, on les finance et c'est de l'eau qu'on récupère. C'est pas de l'eau des nappes, c'est de l'eau qui tombe du ciel ou qu'on récupère quand il y a nos fleuves qui sont remplis. Et moi, à Feurs, je vois la Loire passer sous le pont de la Loire. On a des millions de mètres cubes qui vont à Nantes. On peut en récupérer pour faire des retenues. Vous avez demandé une réponse oui, non. Monsieur Silva, s'il vous plaît. L'eau qui tombe du ciel, elle ne tombe pas normalement dans une nappe. Elle est créée, la nappe, mais normalement, elle va ailleurs. C'est le problème des bassins. Moi, je rejoins là-dessus mon camarade LFiste sur cette récupération de l'eau. Exactement. C'est bien, on a des espèces d'accords un peu étonnants, mais c'est ça aussi la vie démocratique, c'est génial. Allez, messieurs, autre thème de ce débat qu'on voulait aborder, Claire, et qui est important dans votre circonscription, c'est la mobilité, les transports. Bien sûr, je vous redonne ce chiffre, 85,5%. C'est le pourcentage des personnes qui utilisent un véhicule pour se rendre au travail dans cette circonscription, la 6e de la Loire. Selon les données de l'INSEE, clairement, en fait, dans le Forêt, peu de gens peuvent se passer de la voiture. Et s'ils veulent prendre le train, eh bien là, ça se complique. Il existe bien une ligne entre Saint-Étienne et Roanne qui traverse le territoire, mais pour se rendre à Clermont-Ferrand, le tronçon Boin-sur-Lignon et Thiers a été fermé en 2016. Oui, c'est en 2016. Messieurs, sur cette question, notamment la question des transports ferroviaires, vous demandez par exemple quoi, la réouverture de cette ligne, des investissements publics importants sur ce qu'on appelle les petites lignes? Je trouve ça curieux d'entendre quand même M. Wauquiez hier dire qu'on prend les Auvergnats pour des imbéciles par rapport à un retard de livraison d'un TGV Clermont-Paris. Et ce que nous montre cette remarque, c'est qu'il est clairement déconnecté en fait des habitants de la 6e circonscription. Moi-même, tous les matins, je prends le train pour rejoindre Saint-Étienne, je vois les problèmes. Et puis on a la fermeture des lignes, des toutes petites lignes, qui posent tout ce problème de mobilité. Aujourd'hui, on a la région qui fait un vrai blocage. Votre ami, M. Laurent Wauquiez, qui n'a jamais daigné réellement répondre à l'association auquel participe Marie-Paul Olive, d'ailleurs, l'association donc... train 63, 42, 69, pour ne pas confondre dans les chiffres. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Développer le train, effectivement, dans un contexte en plus d'inflation où l'essence est extrêmement chère, je trouve ça dingue que le transport en commun ne soit pas pensé. Et c'est des investissements qui sont coûteux. Hein. Mais regardez, le fait de supprimer le train, par exemple, aujourd'hui, ça coûte à peu près 1 million d'euros à la collectivité, pour c'est remplacé par les bus de M. Rochette, je crois. Donc effectivement, c'est un vrai coût aussi. Donc aujourd'hui, quelle est la volonté politique pour notre argent? Où place-t-on notre argent? Choisit-on de placer l'argent public auprès du privé qui va mettre des lignes de car, où il y a énormément de problèmes sur la ligne de car, les femmes enceintes, les personnes âgées? Ou choisit-on finalement de développer des lignes de train qui permettent à tous de se déplacer sereinement? Et puis il y a tellement de questions autour de ça. Grégoire Granger, sur cette question-là.
Oui, effectivement, c'est vrai que quand on habite la 6e circonscription, en général, et qu'on a 18 ans, on passe tout de suite son permis parce que c'est très difficile de se déplacer. On a bien évidemment des lignes de bus qui sont plus ou moins réparties sur le territoire et régulières, quoique ça dépend si vous tombez un jour férié ou un dimanche. Et concernant les lignes de train, pareil, on a souvent des remplacements avec des bus qui occasionnent bien évidemment des retards assez importants, ou alors des trains très engorgés, ou encore une fois, à des périodes où il y a très peu de monde, j'allais dire, du moins du point de vue de la SNCF qui emprunte ces lignes, on a très peu de trains, et alors là, je vous défie de trouver une place assise, et même pour rester debout, vous êtes bien coincé. Donc vous êtes plutôt favorable, vous, à l'automobile? Moi, je suis favorable. Souvent, on dit que le Rassemblement national, c'est une partie de la bagnole. Automobile aussi, parce qu'il faut bien se dire que si l'automobile a un coût, le train en a tout autant, et après, il faut bien se dire que le train... ne génère pas forcément le même nombre de gaz à effet de serre. Tout à fait. Et au niveau du train, je pense que c'est important d'avoir un maillage territorial au niveau du train, puisque aujourd'hui, ce qui fait vivre aussi nos territoires ruraux, c'est ces dessertes-là, et on les a plus, on commence à plus les avoir dans nos régions. Attention. Oui, puis j'ajouterais qu'aussi, c'est ouvrir l'horizon social, de permettre notamment à nos jeunes générations qui vivent en campagne de pouvoir se déplacer aussi en ville, parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. C'est une réelle nécessité pour l'accès à la culture notamment. Alexandre Silva, Oui. on a cherché dans les propositions d'ensemble, on n'a rien trouvé sur le développement des transports en commun dans les territoires ruraux. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que vous Ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion qui rejoint en partie ce qui vient d'être évoqué, à savoir qu'il y a deux questionnements qui se posent concernant les transports dans la 6e circonscription. Le premier vise d'assurer la liaison avec les secteurs dits sous-denses, notamment ceux de la montagne, pour maintenir un lien social et économique qui est très important, pour maintenir une espèce d'attractivité de ces secteurs qui ne le sont plus depuis qu'on a supprimé notamment la ligne Bouin-Thiers. Et puis, il y a aussi une autre idée qui est essentielle et qui a déjà été évoquée sur l'autre sujet, qui est écologique, environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie, ça n'est pas une doctrine politique, c'est une réalité économique et sociale qu'il faut prendre en compte. Il faut préparer un avenir, et l'avenir se prépare à travers l'idée d'emploi. C'est créateur d'emplois. Donc il faut, dans la notion de transport, envisager la nécessité de maintenir un lien, de maintenir une mobilité, tout en respectant le principe écologique, et bien en développant justement le transport ferroviaire, en investissant dedans, parce que c'est cela l'avenir. Tout ça dans un environnement économique et notamment budgétaire assez contraint. Oui, mais vous avez des bus actuellement qui circulent, qui sont aux 3/4 vides, dans la plupart des secteurs. Donc, quand on va sur la montagne, ils sont aux 3/4 vides, c'est comme ça. Donc ça, c'est un coût écologique, évidemment, pour le gaz à effet de serre, et puis c'est un coût économique, puisque finalement, vous affrétez des bus qui ne sont pas occupés. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez trouver à un moment ou à un autre, une dépense, une rentrée. Il va falloir rééquilibrer tout cela. Jean-Pierre Tête, vous avez beaucoup soutenu Laurent Wauquiez, là, et vous l'avez beaucoup évoqué. Du coup, on a laissé cette ligne en l'état. On a laissé ce tronçon, en tout cas. Quand vous connaissez la 6e circonscription, quand vous allez de Chalmazel à Montbrison ou de Violet à Feurs, il n'y aura jamais aucun train. Donc moi, je suis favorable à la voiture. C'est pour ça que je parle des bus. Je suis favorable à la voiture. J'ai aucun souci avec ça. Il faut que nos concitoyens puissent se déplacer, aller travailler. Et le mode de déplacement le plus pratique aujourd'hui dans notre circonscription, c'est la voiture. Concernant la ligne Bouin-Thiers, c'est très clair. Vous avez dans notre pays deux grands investisseurs sur le ferroviaire. Le premier, c'est l'État. L'État s'occupe de ce qu'on appelle les rails, c'est-à-dire l'infrastructure, d'accord ? Et la région s'occupe du matériel roulant. J'ai rencontré moi-même Clément Beaune, le ministre des Transports, au début de mon mandat. Je lui ai dit, avec la parole du président Wauquiez, s'il y a un engagement très clair de l'État de refaire cette ligne, et d'ailleurs j'associerai mon collègue député Chassaigne, communiste du Puy-de-Dôme. On lui a dit, si vous investissez sur cette ligne, la région mettra le matériel roulant. Au jour d'aujourd'hui, on attend toujours. Alors, si je puis me permettre, M. Silva représente quand même un groupe politique qui a divisé le rail d'une manière spectaculaire, qui a clairement lutté contre le train et qui a développé les camions notamment. Juste, M. Tess, si je puis me permettre, il faut ouvrir un peu son horizon quand même, parce qu'il ne s'agit pas que de la ligne Bouin-Thiers. Il s'agit de la ligne, en fait, d'une manière générale, Saint-Étienne-Clermont-Ferrand. Vous savez qu'il y a de nombreux étudiants en médecine et qu'aujourd'hui, nous, qui sommes une région historique du train, on est quand même la région qui a vu naître le train, aujourd'hui, on n'a pas relié ces deux métropoles. Ce qui est ahurissant en soi. Et il y a des réels besoins. Vous avez raison. Qu'avez-vous fait, monsieur, en tant que député, pour aujourd'hui restaurer ces lignes-là qui sont d'une importance vitale? Je viens de vous le dire. J'ai rencontré le ministre des Transports et ma collaboratrice à Paris, qui a malheureusement été licenciée pour l'instant, pourra vous le confirmer, pour dire si l'État investit, et ce que vous avez dit
est très vrai, ça coûte des millions et des millions et des millions d'euros, mais c'est la charge de l'État, on paye des impôts pour ça, la région mettra le matériel roulant. Il n'empêche pas si vous êtes rendu compte, messieurs, mais le temps tourne vite. Il y a un dernier thème, je suis désolé d'avancer aussi rapidement. C'est rapide. Un peu plus vite que le train parfois, et que le TER notamment. Un dernier thème qu'on voulait absolument aborder avec vous et qui est un peu passé en dessous des radars médiatiques, je trouve, dans cette campagne. Il concerne pourtant un quart des habitants de votre circonscription de la Loire, la 6e. Et on va dire une grande partie aussi de nos auditeurs, téléspectateurs. Je veux parler des seniors. Eh bien oui, parce que c'est un phénomène qui va s'amplifier entre 2030 et 2040. Le nombre des plus de 85 ans va bondir en France de plus de 50%. Dans l'actualité, justement, après le passage de l'EHPAD de Montbrison sous gestion privée, les syndicats craignent désormais pour le maintien de l'établissement public de Feurs. Aujourd'hui géré par le centre hospitalier du Forêt. Les syndicats ont d'ailleurs prévu une journée de grève demain, jeudi, car un plan d'économie de 20 millions d'euros serait mise en place. Alexandre Silva. Ah, pardon. Alexandre Silva, je me tourne vers vous. Le gouvernement a annoncé en avril un grand plan d'urgence de 650 millions d'euros pour aider financièrement les EHPAD qui ont des difficultés. Est-ce qu'il peut arriver jusqu'à faire ce plan ? Écoutez, Feurs est dans une situation assez délicate et Monsieur Tête, ici présent, ne l'ignore pas, puisque celui-ci n'a pas levé le doigt lorsque, par exemple, les urgences de Feurs ont fermé. Lorsqu'il a daigné se déplacer, il a été hué par le corps médical. De la même manière, concernant... On y répondra tout à l'heure, parce que vous êtes très en avance tous les deux, Monsieur Silva et Monsieur Tête, sur le temps de parole. Dessus. Et il ne se présente jamais au conseil de surveillance, par exemple, de l'hôpital de Saint-Galmier, qui s'intéresse aux personnes âgées. Donc, c'est une problématique, en revanche, qui est réelle. On a une démographie qui est vieillissante et en même temps, on a de plus en plus de jeunes vieux. Il y a 67 000 personnes âgées qui ont moins de 75 ans et qui sont en EHPAD. Or, qui n'ont pas forcément besoin d'y être, qui pourraient tout à fait être à domicile. Or là, il y a besoin de développer l'aide à domicile de façon évidente. Ça relève notamment de la prérogative ou la compétence du conseil départemental. En 2021, je note que le département de la Loire, avec le département du Jura, sont les deux seuls départements en France à ne pas avoir accordé cette aide à domicile, enfin cette revalorisation. Et j'attire l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'un des membres du conseil départemental qui a refusé cette revalorisation est aujourd'hui suppléant sur la liste de Monsieur Tête. Alors, avant de vous laisser répondre, Monsieur Tête, mais messieurs, vous êtes un peu en avance là-dessus. C'est vrai que l'attaque était quasiment nominem, donc je vous laisserai répondre évidemment. Grégoire Ranger, que dit aujourd'hui le Rassemblement national sur cette question assez centrale de la prise en charge des seniors, de nos aînés, voire de la dépendance? Alors il faut bien savoir que bien évidemment ce sujet est corrélé avec le sujet médical et le sujet aussi du pouvoir d'achat. Concernant le point très précis que vous avez évoqué sur Feurs, effectivement, depuis que le centre hospitalier du Forêt a quitté ce territoire-là, c'est très compliqué. C'est compliqué aussi bien pour les personnes qui habitent le territoire au quotidien. C'est compliqué aussi pour nos forces de l'ordre, puisque forcément, quand ils interpellent quelqu'un, ils sont obligés d'aller jusqu'à Montbrison. Ça prend du temps, c'est loin. Pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose, surtout que si c'est des patrouilles spécifiques, il y a des fois pas d'autres véhicules disponibles. Et concernant ensuite les EHPAD, il est bien évident qu'aujourd'hui, on a un problème réel dans les EHPAD, notamment la qualité des EHPAD et les gens qui y travaillent. On peut se demander aujourd'hui quels moyens, finalement, le département met réellement en œuvre pour assurer, la pérennité des services dans les EHPAD, aussi bien avec les moyens matériels qu'avec les moyens humains. Hugo Lantermo, sur cette question-là, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai lu évidemment toutes vos propositions pour préparer cette émission, bien sûr, mais là-dessus, vous proposez notamment un plan grand âge, c'est ça? Alors déjà, je voudrais dire que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que le programme Nouveau Front Populaire, justement, propose un réel investissement massif dans les services publics. Juste pour revenir sur l'action de Monsieur Tête, parce que c'est important de le souligner, Monsieur Tête, quand même. Vous savez très bien que le docteur Massacrier vous a présenté un plan qui permettait de maintenir les urgences. Ça a été présenté. Il a été présenté. Vous n'avez même pas daigné l'étudier, Monsieur Tête. Et enfin, on vous laissera répondre. J'ajoute, Monsieur Tête, j'ajoute qu'en mai 2023, lorsque l'agrément des urgences allait se terminer, et que du coup toute l'équipe a souhaité porter... Non, bien sûr que non, vous le savez très bien. Si. Et bien Monsieur Tête, il faudra vous mettre au courant de l'actualité alors. Parce que vous n'avez pas porté la demande de renouvellement auprès de l'ARS. J'attire votre attention qu'il reste 1 minute 30 de débat, donc si vous voulez exposer, c'est maintenant. Sur les EHPAD, je ne suis pas d'accord avec Grégoire. Jean-Pierre Tête et Pierre-Jean Rocher. Non, mais dites pas des bêtises. Sur les EHPAD, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense que le problème, ce n'est pas les équipes qui y travaillent. Mais aujourd'hui, ces métiers sont primordiaux. Il faut revaloriser ces métiers. Mais pas que les EHPAD aussi, c'est les aidants.
Parce que les aidants, c'est une réalité. Et enfin, monsieur, dans votre circonscription, on a vu la privatisation des EHPAD. Et ce sont des parcours de soins qui amènent à des prix de journaliers qui sont en augmentation. Ce n'est pas tout le monde qui peut se les payer. Donc il y a un vrai travail à faire sur les EHPAD. Jean-Pierre Tête, je vous laisse répondre et après je clore le débat. Je ne peux pas laisser dire des bêtises. Les urgences de Fort, elles ont fermé du jour au lendemain suite à la loi Rist parce que 5 médecins sont partis. Si vous êtes plus fort que les autres et que vous amenez les médecins, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. 5 médecins sont partis. Votre hôpital, où étiez-vous? Mais si vous trouvez des... Allez, monsieur Tête, vous répondez à ça, s'il vous plaît. Je vous laisse 20 secondes, s'il vous plaît. Si M. Lantermoz me laisse parler, s'il est capable de trouver 5 médecins, on réouvre les urgences. Et si on veut réouvrir même la ligne de SMUR, il faut en trouver 11. Je vous laisse le travail, M. Lantermoz, 11 médecins. On vous en a proposé 7. C'est faux. Il n'y a pas le premier nom. Donnez-moi des noms. Donc vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez qu'on aurait pu faire quasiment 90 minutes d'émission sur cette circonscription de la Loire. Allez, messieurs, c'est fini. Notre émission touche à sa fin. Alors, on aura une tradition sur France 3 Rhône-Alpes à chaque fin de débat. Nous laissons aux candidats la possibilité de vous parler directement. C'est un ultime message qui dure 45 secondes. Le tirage au sort a désigné pour commencer, si je reprends donc mon listing, Jean-Pierre Tête. C'est à vous, vous avez 45 secondes. Alors, vous savez, tout simplement, moi je suis investi sur ce territoire. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait avec Jean-Yves Bonnefoy l'école du terrain. Et je pense que si on a plus de 80% des maires aujourd'hui qui sont derrière nous, c'est parce qu'ils savent qu'on est avant tout des élus du terrain. On a 122 communes, l'ensemble des maires nous connaissent, on va se battre pour eux. Et si tout simplement vous pensez qu'on peut continuer à se battre pour le Forêt comme on le fait depuis plusieurs années, eh bien je vous fais confiance, les électeurs ont toujours raison. Vous avez bien encore une vingtaine de secondes devant vous, mais bon, voilà. Merci Jean-Pierre Tête. Alexandre Silva, 45 secondes. Chères électrices, chers électeurs, n'oubliez pas une chose, il s'agit d'une élection nationale avec un enjeu national. Donc si vous en avez assez des discours de haine distillés ici, là, par l'extrême droite, l'extrême gauche et même la droite extrême, si vous en avez finalement assez de tous ces petits politiciens qui ne pensent qu'à servir leurs petits intérêts en ne cessant de vous mentir, voire même en retournant assez régulièrement leur veste, eh bien le 30 juin, mobilisez-vous en masse, déplacez-vous en masse dès le premier tour, n'attendez pas le second tour, ce sera trop tard, et votez ensemble. Votez pour la République, pour le respect de ses valeurs démocratiques. Alors le 30 juin, votez ensemble, votez Alexandre Silva. Merci Alexandre Silva. Hugo Lantermoz, vous avez 45 secondes. Nous avons tous été surpris par la dissolution. Mais face à l'intolérance, au racisme et à la crise sociale, les gauches se sont rassemblées et ont permis de créer un programme, le programme du nouveau Front populaire. Ces propositions, elles sont concrètes, elles sont réalisables. Elles nous permettront d'améliorer nos quotidiens, qui ont déjà été largement heurtés par la politique du président actuel. Pour notre circonscription, il s'agit de protéger les agriculteurs, de la financiarisation des filières, mais aussi des traités de libre-échange. Il s'agit aussi de garantir l'accès pour tous à des services publics de qualité, proches de chez vous et pour tous les âges. Et enfin, il s'agit de redonner du sens à la fonction de député, en étant tout à la fois proche de vous et de vos combats, et tout en portant à l'Assemblée des propositions de loi qui nous permettent de penser notre ruralité. Voter pour Marie-Paul Olive, c'est voter pour quelqu'un qui n'a pas attendu les élections pour s'engager. Merci beaucoup Hugo Lantermoz. Et enfin, la dernière prise de parole de cette soirée, elle est pour vous, Grégoire Granger. Chers électeurs, dimanche prochain, vous êtes appelés aux urnes pour les élections législatives anticipées. Un scrutin majeur qui va permettre de choisir une nouvelle majorité pour le pays et donc, vous l'avez compris, une nouvelle ligne politique pour ce dernier. 3 choix s'offrent à vous. Soit le choix du chaos, le choix de la France insoumise contre les forces de l'ordre, avec un soupçon non dissimulé d'antisémitisme, mais également le matraquage fiscal, ou le bloc centre, la politique d'Emmanuel Macron et la réforme des retraites. Mais aussi, vous avez le Rassemblement national. On vous propose un gouvernement d'union nationale autour d'Éric Ciotti avec les Républicains, pour votre pouvoir d'achat, pour votre sécurité, pour une fierté française. Alors, chers électeurs, je vous appelle à vous mobiliser, faites entendre votre voix, laissez personne décider à votre place. Merci Grégoire Granger. On va le préciser, 4 autres candidats dans cette circonscription. Oui, pour être complet, Olivier, voici la liste de ces autres candidats sur la 6e circonscription de la Loire. Norbert Trichard du Parti des Travailleurs, Yves Petiot du Parti Lutte ouvrière, puis Sandra Horry du mouvement écologiste La Ruche citoyenne et enfin Guy Mercier pour le parti d'Éric Zemmour Reconquête.
Un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat et puis d'avoir fait le déplacement pour venir à Lyon. On vous a un peu soustrait de votre campagne, mais je crois que c'est important de débattre devant nos concitoyens, notamment sur la télé et la radio publique. Voilà, je vous laisse à présent quitter ce plateau pour libérer la place pour nos prochains débatteurs. Merci beaucoup. Vous allez être remplacés dans quelques minutes. Ils vont venir s'installer notamment sur ce plateau parce qu'on va parler dans quelques instants du département de l'Ain. Bonne soirée à toi. Salut.